Je m'appelle Isabelle Lallet-Narduzzi et je suis une entrepreneuse sociale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat social? Eh bien, finalement, c'est d'utiliser n'importe quel outil d'organisation, que ce soit une association, que ce soit même une entreprise commerciale, etc., mais qui a pour but d'avoir un impact bénéfique sur le monde. Donc, en fait, bref, ce sont des changeurs de monde. Et moi, je suis en fait à la base une militante. Depuis que j'ai 12 ans, je pense avoir milité pour à peu près tout. J'ai même fait la grève de la faim. La seule chose qui était à mon époque pas très développée, c'était l'environnement. Donc le combat environnemental, c'était pas trop mon truc, mais sinon j'ai vraiment été active sur tout le reste. Et par le plus grand des hasards, quand j'étais à l'université, j'ai rencontré un gars qui lui a un moteur particulièrement différent du mien, c'est l'argent. Et quand, en fait, moi j'avais gagné un concours pour Procter & Gamble et lui, il avait même pas été appelé à la première interview, et comme c'était un gagnant, il était très fâché. Et donc, il a voulu me rencontrer. Et à la fin de la discussion, il m'a dit, est-ce que tu veux bien faire un magazine étudiant avec moi? Et je me suis dit, ce gars-là, il est tellement différent de moi. Il a l'air de tomber d'une autre planète. Je sens que je vais apprendre des choses en collaborant avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours, c'est que j'essaye de créer des ponts avec des gens qui viennent d'autres milieux, qui sont différents, etc. Toujours. J'ai toujours fait ça dans ma vie. Et donc, finalement, c'est sans m'en rendre compte, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que lui, il voulait faire des sous, et moi, je voulais apporter du sens. Et ensemble, on a créé une organisation qui a super bien fonctionné, qu'on a vendu dans les années 90, et ça m'a permis de continuer à créer d'autres projets. Parce que tu es reconnu pour avoir développé des solutions innovantes par Ashoka Fellow, créé le salon de l'étudiant dans plusieurs pays d'Europe, 2 magazines dont un dont tu viens de nous parler, fondatrice de For and Jump, ancienne directrice adjointe du musée des sciences, Bruxelles Jobs Days, plein d'activités. Comment tu fais pour gérer ton quotidien? Ça se passe comment une journée chez Isabella? Moi, je ne me suis jamais, enfin, je ne crois pas, je pense que je me suis jamais auto-limitée. Je me suis jamais, quand j'étais jeune, dit, je dois avoir une famille à un moment donné, et il est très important que je puisse adapter mes ambitions professionnelles. Mais quand on dit professionnel, pour moi, ça ne voulait rien dire. Mais mes ambitions de changer le monde, au fait qu'à un moment donné, j'aurai une famille à gérer. C'est vraiment bizarre et je ne sais pas pourquoi je me suis jamais posé cette question-là, mais je ne me suis jamais limitée dans cet impact que je voulais avoir sur le monde. C'est vraiment mon moteur, l'impact que je peux avoir toutes les heures où je travaille. Quel est finalement l'impact que ça a pour les autres? C'est dingue, je me sens responsable de tout. C'est même assez compliqué à vivre et assez lourd. Mais bon, en attendant, c'est un véritable moteur. Et donc, ne m'étant pas posé la question de la conciliation vie familiale, vie professionnelle, j'ai toujours créé ce que je considérais comme important et que je ne voyais pas créé par d'autres. Parce que ça, c'est une des choses aussi, je ne veux pas faire les choses que font les autres. Je ne veux pas me battre pour avoir des parts de marché. Je veux me battre pour créer la différence. On peut appeler ça de l'innovation, etc. Mais c'est vraiment, je vois qu'il y a un besoin, et Dieu sait, même dans nos sociétés super développées qu'on a nous en Europe, il y a tellement de besoins qui ne sont pas rencontrés. Donc d'abord, j'analyse le besoin. Ensuite, je me dis comment est-ce que moi, avec mes compétences, je vais pouvoir répondre à ça. Et puis après, je construis un modèle économique. Brinque-ballant souvent, mais voilà. Après, je mets une énorme énergie pour essayer de faire en sorte que ce modèle économique il fonctionne et développer cette activité-là pour avoir vraiment l'impact que j'ai déterminé au départ. Ça, c'est vraiment la façon dont je fonctionne. Et donc, je ne fais que travailler quasiment. Enfin, je travaille tout le temps. Mais j'ai en même temps, effectivement, allez, on va dire 2 maris, un à la suite de l'autre, évidemment. Le premier, j'ai malheureusement dû le quitter alors que j'étais très amoureuse, et c'est le père de mes enfants, parce que lui, il est tombé amoureux de moi parce que j'étais différente de la plupart des filles qu'il rencontrait. Et une fois que je suis devenue mère de son fils, il a voulu que je ressemble à toutes les femmes qui l'entouraient et qui sont des mères. Et c'est tout. Et il m'a dit, tu ne peux pas être une bonne mère et une bonne épouse si tu continues à travailler autant, si tu continues à avoir ces projets pour changer le monde.
Et je lui ai vite pardonné de m'avoir dit ça, mais par contre, j'ai mis très très longtemps à me pardonner le fait que je me suis dit, il a probablement raison. J'ai accouché de mon premier enfant à 29 ans. Je venais de vendre mon entreprise. Et je me suis dit, il doit avoir raison. Et j'ai essayé de me plier à ce modèle-là. Mais j'ai cru mourir, évidemment. Je pleurais tout le temps, c'était pas moi. Qu'est-ce que j'ai essayé? Mais c'était vraiment pas moi. Et quand finalement, avec énormément de difficultés, ça a été une période de ma vie extrêmement douloureuse, j'ai recommencé évidemment à travailler, j'ai recommencé à mettre sur pied des tonnes de choses, à faire, waouh, j'ai fait plein de trucs à ce moment-là, mais il fallait surtout que je prenne tout en charge moi, il fallait absolument pas qu'il ait lui, finalement, qu'il soit freiné dans son développement professionnel parce que lui était devenu père. Non, c'était mon rôle et donc il fallait que j'assume tout. Et donc c'était très très lourd, mais en même temps, si je ne le faisais pas, j'en mourrais et donc je l'ai fait. Et j'ai mis quand même quelques années, 7 ans au total, pour pouvoir m'en aller de là, me dire c'est pas bon pour moi. Et ce dont je me suis rendu compte, et j'ai beaucoup hésité de partir avec, de me séparer d'un homme que j'aimais et qui était le père de mes enfants. Et finalement, j'ai été bien bête. J'ai été bien bête parce que je me suis rendu compte, une fois que j'étais partie, une fois que j'avais reconstruit un minimum de vie autonome avec de nouveaux projets, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, mes enfants, ils allaient beaucoup mieux. Et je me suis rendu compte que le plus beau cadeau qu'on peut faire à ses enfants, c'est d'aller bien, c'est d'être épanoui, c'est d'être heureux, c'est d'être joyeux. Et j'avais retrouvé cette solidité, cette sérénité, et mes enfants, il n'y avait pas besoin de mots, mes enfants, ils le sentaient. Et tout d'un coup, ils ont arrêté d'être malades, et tout d'un coup, ils ont recommencé à être d'une légèreté, d'une joie de vivre absolument incroyable. Et donc, je me suis dit, c'est fou, ça c'est le message que je veux faire passer aux femmes, qu'on arrête de se culpabiliser, qu'on arrête de se poser des questions. Ressentons ce qui est là et faisons ce qui est bon pour nous. Bien sûr, en faisant attention à ce qui est la chose la plus précieuse dans notre vie, et c'est probablement pour la plupart d'entre nous nos enfants, mais c'est notre état d'être qui va rejaillir sur leur bonheur à eux. Et donc, pensez à vous. Et surtout, ne freinez pas vos ambitions. Alors, quel est ton regard sur le monde aujourd'hui et comment répond-on à ce changement? Comment toi, personnellement, tu y réponds? Moi, j'ai de plus en plus de mal avec le monde aujourd'hui. Je trouve on va parler de cette petite partie-ci du monde parce que dans le reste du monde, c'est vraiment très compliqué, en particulier pour les filles. Mais dans cette petite partie-ci du monde, je trouve qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Je trouve qu'on est des enfants gâtés. On a une telle liberté et on n'en profite pas pour réaliser qui on est vraiment. On n'en profite pas pour aider ceux qui ont moins de chance que nous. On n'en profite pas pour être responsable de sa vie, créatrice de sa vie. Pas suffisamment. C'est vrai dans les entreprises. Je trouve que les salariés demandent à leur chef d'être tout à la fois coach, visionnaire, leader, en même temps protecteur. C'est ahurissant. Mais c'est vrai aussi dans la vie en général. Je trouve qu'on ne fait pas suffisamment attention à comment se comporter pour pouvoir respecter véritablement les autres. C'est vrai dans le voisinage, c'est vrai dans les transports publics. On a l'impression que c'est toujours tout pour moi et les autres, ils sont à mon service. Et c'est pour ça qu'on est agressif vis-à-vis des gens des nettoyeurs de rue, des gens qui conduisent les bus. Je pense qu'aux États-Unis, il n'y a pas ça. Je pense qu'aux États-Unis, et d'ailleurs Kennedy l'avait très bien dit, posez-vous d'abord avant de savoir ce que l'Amérique peut faire pour vous, posez-vous la question de ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Et j'ai adoré ça, et je trouve qu'on sent cette différence de mentalité aux États-Unis, où il y a vraiment un grand respect d'humain à humain. Je ne le retrouve plus, je le retrouve de moins en moins en Europe. Et ça me fait souffrir, c'est vachement douloureux pour moi. Donc voilà comment je vois le monde. J'ai de plus en plus de difficultés en fait avec les valeurs que je porte. Je me frotte de plus en plus à la mentalité ambiante, qui est vraiment une mentalité de déresponsabilisation individuelle. Et je vais terminer par quelque chose.
On a la chance dans cette Europe-ci, et surtout dans certains pays en Europe, d'avoir cette bulle de confort, que quand on tombe, il y a un espèce de filet de sécurité. C'est pas vrai partout dans tous les pays d'Europe, mais globalement, on a un système de sécurité sociale quand on a des papiers. Il y a des choses qui sont mises en place pour qu'on ne tombe pas trop bas, pour qu'on puisse revenir dans le monde des gagnants. Et à force d'avoir du confort, je me suis dit ceci, que c'était peut-être le pire ennemi de l'excellence. Alors que moi, j'ai 50 ans et que je me suis battue depuis que j'ai 12 ans pour que justement les gens puissent avoir accès à ce confort-là. Et peut-être qu'en fait, je me pose la question, peut-être qu'on est allé trop loin. Parce que le confort, c'est le pire ennemi de l'excellence, parce que c'est justement la première voie de déresponsabilisation de l'individu. On a l'impression que les gens ont besoin d'avoir faim et d'être mis en danger pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils soient responsables d'eux-mêmes et des autres. Et ça, c'est un constat que j'ai fait à 50 ans et qui est vraiment pas gai à faire. Donc, faut changer les gars.